Prétérition. Prétérition. Prétérition est un mot savant, composé du terme prétérite, sombre forme verbale de la grammaire germanique dont seuls les profs de langue se soucient, et du mot prétention, comme dans la prétention du professeur à être la personne la plus intéressante de l'assemblée. La prétérition est une figure de rhétorique qui consiste à déclarer que l'on ne parlera pas d'une chose alors qu'on s'apprête à le faire. Prenons un exemple. Imaginons que j'ai intitulé ma présentation de cet après-midi « Qu'est-ce qu'un prof exceptionnel ?» Je commencerai ma présentation en vous disant « Mesdames, Messieurs, je n'ai pas la réponse, évidemment, à la question « Qu'est-ce qu'un prof exceptionnel ?» Et je poursuivrai comme ça pendant 8 minutes en égrénant les caractéristiques du dit prof exceptionnel. Qui je serai, moi, pour vous dire ce qu'est un prof exceptionnel? Je m'appelle Tanguy Ouéra, je n'ai pas 30 ans, et je commence à peine une carrière d'enseignant dans une école de pédagogie active à 2 pas d'ici. Prenez un prof passionné, un tribun, un orateur, et mettez-le dans les conditions idéales pour s'exprimer face à sa classe. La classe est silencieuse, dans la pénombre. Les projecteurs sont braqués sur lui, et tel Mick Jagger qui rentre sur scène pour son dernier concert, il est accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Merci. Et là, à mesure qu'il vous raconte la nuit de la Saint-Barthélemy, vous tremblez pour Coligny, vous haïssez l'infâme duc de Guise, et vous entendez le tocsin à l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ah, le tocsin. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Ouais. Monsieur Kellenec, prof d'histoire géo. Exceptionnel. Et des années plus tard, il vous reste une émotion, l'admiration. 1572, il s'est passé quoi? Critique des sources, fiabilité des documents, devoir de mémoire. Non, mais Monsieur Kellenec, ce regard fou et le tocsin. C'est quoi, au fait, un tocsin? Il y a quelque temps, sur le marché de Noël, j'ai croisé Gaspard. Gaspard était en secondaire avec moi. Et après quelques années passées sur les chantiers, il est devenu entrepreneur dans la construction. Alors, comme je ne connais pas grand-chose au poutrin claveau et au béton de chaux, je lui ai parlé de Monsieur Kellenec. J'imaginais que lui aussi allait me dire la voix tremblante « Mais oui, le tocsin !» Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a fait « Kellenec ?» Quel enculé, celui-là. Une question et une autre qui en découle. Que se passe-t-il quand Kellenec entre tel une rockstar dans sa classe en gradin? Les uns éprouvent de l'admiration, du contentement, une sorte de coït intérieur, comme devant la saison 8, épisode 1 de Game of Thrones. Vous savez que vous allez retrouver tous les ingrédients qui vous ont séduit dans les épisodes précédents. Les autres soupirent, traînent les pieds, parce qu'ils pensent, à tort ou à raison, que ce n'est pas pour eux que Kellenec fait son cinéma. Parce qu'ils se disent qu'ils ne réussiront jamais l'examen d'un taré pareil. Ils entendent Kellenec parler, ça oui, il éructe, il postillonne, mais il ne parle pas avec eux. Et tous, dans des moments pareils, intériorisent ces données fondamentales. Lui sait, nous pas. Nous sommes ici pour apprendre de lui, pour récolter quelques gouttes, quelques postillons de Kellenec qui nous permettront, si Dieu le veut, d'accéder à la connaissance. Quelle société construisons-nous en étant des enseignants de cette nature? Je ne vois qu'une seule réponse à cette question. Une société construite sur la conviction que seul un petit nombre de superstars est en mesure d'assurer le destin d'un peuple. Et depuis Platon, on appelle ça aristocratia. 1818, arrive à l'université de Louvain un professeur du nom de Joseph Jacotot. Jacotot est un professeur réputé, croyez-moi.
Il a derrière lui une longue carrière dans les plus prestigieuses écoles de France. On se presse pour venir l'écouter. Il est prêt à déverser son savoir, mais Jacotot ne parle que français et beaucoup d'étudiants flamands. Il se publiait à l'époque une édition des Voyages de Télémaque, bilingue. Jacotot fit remettre l'ouvrage aux étudiants et leur demanda d'apprendre le texte français en s'aidant de la traduction. Solution de fortune. Quelque temps plus tard, il leur demanda d'écrire en français ce qu'ils avaient compris. Ils s'attendaient à du charabia, du copier-coller ou des feuilles blanches. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant que les étudiants, pourtant livrés à eux-mêmes, s'en sortaient remarquablement bien. Jacotot avait lancé l'expérience en programme pédagogique préétabli. Et pourtant, il avait dû se rendre à l'évidence. Un professeur qui déverse son savoir n'est pas nécessaire pour que des étudiants apprennent. Un professeur ignorant, un crétin fini, pourrait tout aussi bien se contenter de stimuler l'envie d'apprendre chez les étudiants, avec un excellent résultat. Oui, bien, nous parlons là d'étudiants universitaires, qui ont déjà acquis une certaine rigueur, une méthode. Faux. En 1958, dans les favelas du Brésil, en suivant la même pédagogie de l'autonomie, Paulo Freire apprend à lire et à écrire à des adultes analphabètes. Enseigner l'autonomie, c'est amener chacune et chacun à la certitude qu'il peut être son propre enseignant, et celui de son voisin, et celui du prof même. Parce que enseigner l'autonomie, ce n'est pas favoriser l'élite au détriment du rebut, c'est préparer des apprentis citoyens, dont je fais partie, au même titre qu'eux. Dans les dissertations que j'ai récoltées en juin dernier, j'ai découvert les noms de rappeurs, de mathématiciens et de pédagogues dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et tant mieux. C'est comme ça que le métier est intéressant, surprenant, déroutant. L'enjeu de cette approche n'est pas pédagogique. Il ne s'agit pas de dire « cette méthode fonctionne, appliquons-la à tous les réseaux d'enseignement confondus ». L'enjeu est démocratique. L'intérêt, c'est d'amener chaque élève à la certitude absolue qu'en toute égalité, il peut développer, de même que son voisin, ses capacités à se transformer lui-même et à transformer la société. Pardon ? Ben oui, bien sûr que cette méthode fonctionne. N'est-ce pas comme ça que vous avez appris à manger, à marcher, à faire l'amour ? Par vous-même ? Pas forcément tout seul. Ça vaut mieux, même. Mais sans maître à admirer, sans dirigeant à écouter, sans programme préétabli. Je dis souvent aux étudiants que la vocation d'un prof qui se respecte, d'un prof qui les respecte, c'est d'être parfaitement insipide, incolore, inodore. Le meilleur prof au monde, c'est celui qui fait le contraire de ce que je viens de faire face à vous pendant 8 minutes. C'est celui qui se tait et qui disparaît.